Good morning poker! Aujourd'hui, nous allons voir comment intégrer les textures de board et notamment du flop dans notre raisonnement, dans notre thinking process, car nous allons nous adapter aux cartes communes visibles par tous les joueurs. La plupart de nos actions, comme les c-bet, vont justement dépendre des textures, aussi bien en fréquence qu'en montant des mises. Il en va de même en défense. Voyons alors les différentes catégories de textures de board qui feront désormais partie de votre checklist à chaque coup. Texture Kesako, c'est quoi une texture? Eh bien, c'est l'analyse des cartes qui composent le flop et puis après turn, river, donc le board. Les cartes communes, les cartes que tout le monde voit. C'est très important parce que nous avons vu précédemment que nous avons catégorisé notre main de 4 façons: premium, tirage, marginal ou poubelle. Et la texture va influencer notre prise de décision par rapport à justement le type de carte que nous avons. Et également va nous permettre de comprendre les actions des adversaires. On a donc dans la composition des cartes communes plusieurs facteurs dont il faudra tenir compte. On a vu précédemment qu'on était capable de distinguer des boards wet avec beaucoup de tirage, des boards drawy et des boards dry avec peu de tirage. En fait, on va maintenant affiner un petit peu notre analyse de la texture en parlant de sweetedness, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des possibilités de flush sur le board à partir du moment où il y a deux cartes de la même couleur, par exemple deux cœurs, il y a un potentiel de tirage naturellement couleur et trois encore plus. Il peut y avoir une couleur déjà faite. Ensuite, on va parler de connectedness. C'est la possibilité de quinte, donc des cartes qui se suivent ou des cartes qui ont un trou au maximum entre elles, par exemple 10, 8 et 7. On va parler aussi de setness. Set, ça veut dire brelan en anglais, et donc les possibilités de brelan ou d'avantage. Quand on dit brelan, ça peut être également full ou carré, et c'est dès lors qu'on a deux cartes identiques déjà au flop. Et puis highness, ça veut dire est-ce qu'on a un board avec des cartes hautes comme des as, des rois, voire des dames, ou que des cartes basses. On considère qu'une carte basse est une carte comme 9 ou en dessous. Par exemple, un flop comme 9-8-4 est un flop bas. Un flop, on dit rag aussi, de carte basse. Voilà, donc l'idée c'est d'affiner notre analyse de la texture. Alors, on va parler de texture map, c'est-à-dire quelles sont les quatre catégories de texture de flop. Pourquoi? Parce que il y a en tout 22 100 flops possibles au Texas Hold'em, ce qui correspond à 3 cartes parmi 52. Si on enlève nos deux cartes, on n'est pas loin des 20 000 flops possibles, 19 600 exactement, 3 cartes parmi 50, et donc on ne peut pas mémoriser ce qu'il faut faire en fonction d'un nombre aussi important de flops. Seul un ordinateur pourrait y arriver. Et donc nous, on va catégoriser les flops en 4 possibilités, 4 types de flops remarquables. Donc on va regarder les flops suitedness, donc avec une possibilité de flush, connectedness, possibilité de quinte. La somme des deux, évidemment, est encore plus dangereuse. Ce sont des flops wet où la prudence est mère de sûreté. Donc dès lors que vous avez des flops de la catégorie 1 ou la catégorie 2 ou 1 et 2, encore plus, là, il faut être prudent.
Si vous avez des flops de la catégorie 3 ou de la catégorie 4, c'est-à-dire possibilité de brelan ou d'avantage avec des doublettes ou highness, c'est-à-dire des cartes hautes, on est plutôt sur des flops dry, et là, on va pouvoir jouer de manière plus tranquille, on va dire. Et ce sont des flops typiquement où on est loin devant ou loin derrière. Par exemple, si on a top pair, top kicker, on peut être loin devant. Mais si quelqu'un a un brelan, eh bien, on est loin derrière, du coup, par rapport au brelan qui peut être potentiel chez l'adversaire. Donc là, une fois qu'on s'est posé la question de la texture du flop et du nombre d'adversaires que l'on a, plus on a d'adversaires, plus les flops sont dangereux puisqu'ils offrent davantage de possibilités de tirage. On se pose la question de est-ce que je suis devant ou pas? Et évidemment, dans quelle position je vais être au moment de parler entre les positions de dernier de parole et les positions de premier de parole notamment. Alors, on rentre dans le vif du sujet avec les différentes textures possibles. La première texture correspond aux possibilités de flush, donc de tirage flush, et ou pas. Et donc, on va avoir des flops qui n'ont pas de possibilité de flush direct, en tous les cas, sauf backdoor, c'est-à-dire que l'adversaire aurait, par exemple, sur dame de cœur, 8 de trèfle, 4 de carreau, il aurait 2 cœurs, il aurait un tirage flush backdoor. C'est-à-dire qu'il lui faudrait encore 2 cœurs pour arriver à faire sa flush. Dans le cas dont on appelle ça un rainbow, arc-en-ciel, c'est-à-dire que les 3 cartes sont de 3 couleurs différentes. Ensuite, on a les flops bicolores. Alors là, on a un potentiel de tirage flush, comme dans le flop ici, roi de cœur, valet de cœur, 6 de trèfle. Et puis, on a les flops monocolores, alors là, qui peuvent carrément, non pas avoir un tirage, mais carrément une flush déjà faite au flop, comme le flop roi de cœur, valet de cœur, 6 de cœur. Il faut que vous sachiez que presque 20% des flops sont rainbow, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune possibilité de tirage couleur, mais 29% des flops sont bicolores, sans doublette ou sans straight draw, sans tirage quinte. C'est pratiquement les flops les plus répandus, les flops comme par exemple roi, valet, 6, c'est très répandu. Et 17% des flops contiennent une paire, et donc là, il y a des potentiels de brelan. En anglais, on dit set quand le brelan est fait avec une carte du board et 2 cartes dans la main, et quand il est fait avec 2 cartes du board et une seule carte dans la main, par exemple sur le brelan qui serait fait avec 8 de carreau, 8 de trèfle, 4 de carreau, comme on voit sur l'exemple de cette mine, on aurait As-8, ça serait ce qu'on appelle des trips, des triplés si vous voulez, et évidemment c'est beaucoup plus visible que si on avait 2 8 en main et un 8 au flop. Évidemment, avec 3 8, on a une possibilité carrément de carré ou de full si quelqu'un a une paire. Ce sont donc des flops extrêmement dangereux si on a touché ou si l'adversaire a touché, mais ils sont très dry parce que à part ce brelan, il n'y a pas grand-chose comme possibilité, à part paire de 4 par exemple, dans le premier cas, qui ferait un full. Les flops straight draw, donc sont des flops qu'on appelle soit connectés, comme 10 de trèfle, 9 de carreau, 7 de pique, ou déconnectés, comme As de cœur, 8 de trèfle, 4 de carreau, c'est-à-dire un flop où il n'y a pas de possibilité évidente de tirage quinte.
Les flops les plus dangereux, les plus wet, sont ceux qui sont à la fois avec un potentiel de flush draw et de straight draw. On les appelle les flops coordonnés. Et un exemple comme Dame de cœur, Valet de cœur, Neuf de trèfle. Voilà. Et puis, une dernière distinction, les flops qui contiennent des cartes hautes, c'est-à-dire 10 et au-dessus, comme Roi de cœur, Valet de carreau, Neuf de pique, qui est également assez coordonné au sens straight draw, mais qui est rainbow, donc il n'a pas de flush draw. Et puis des cartes basses, des flops rag, comme 8 de trèfle, 4 de carreau et 2 de pique, qui sont des flops qui ont des cartes 9 et en dessous. Sont des flops qui sont assez dangereux, comme on va le voir, parce que dynamiquement, la carte qui va arriver au turn et à la river peut complètement changer celui qui est devant. On va d'abord parler des flops dry et ce qu'il faut faire sur des flops secs, comme ça, où il y a moins de possibilités de tirage, voire pas de possibilité de tirage du tout. Là, vous pouvez utiliser des mises plus petites et fréquemment, surtout si vous êtes en position. Si vous avez des adversaires qui sont des calling stations, c'est-à-dire qui vont payer avec la deuxième paire ou avec la top paire, mais avec un kicker bas, ou bien avec la top paire et vous avez fait 2 paires, ils vont vous payer pas mal de mises. Donc misez souvent, si vous avez par exemple top paire ici, ou 2 paires, ou un brelan, parce que ces joueurs-là vont vous payer souvent. Donc la mise pivot pour ce type de flop sec, rainbow, déconnecté, avec une carte haute, comme un roi de cœur ou bien l'autre flop avec as de cœur, 9 de carreau, 3 de trèfle, la mise pivot, c'est autour de 1/3 du pot. Alors, certains font même moins, 25% du pot, mais autour de 1/3 du pot, et vous pouvez monter jusqu'à 40-50% du pot en fonction de vos adversaires. Donc, la mise de base, c'est 1/3 du pot avec beaucoup de fréquences. Surtout si vous êtes en position, vous pouvez représenter la carte haute. Par exemple, vous avez un adversaire en grosse blinde, vous êtes au bouton, et l'adversaire en grosse blinde check, vous misez en continuation bet, même si vous n'avez pas un roi ou un as ici, parce qu'un joueur fit or fold va tout simplement folder et ne va pas suivre. Un joueur inversement une calling station, là vous allez miser si vous avez touché votre roi ou votre as, parce qu'il est capable de vous payer avec un 7 ou un 3 et même plusieurs streets. Donc, en résumé, les flop dry, il y a peu de tirage. Vous avez une mise de continuation qui est différente en fonction, qui est en value contre les calling stations et qui est plutôt en bluff contre les fit or fold. Ceux qui ne continuent pas à payer s'ils n'ont pas du tout touché le flop. Ça marche remarquablement bien quand vous êtes en position. C'est pour ça que c'est le genre de flop qui sont très profitables lorsque vous êtes au cut-off ou au bouton et que un ou maximum 2 adversaires vous ont suivi et sont hors de position post-flop. En mise pivot, un tiers du pot à peu près. Ça sert à rien de miser plus. Vous risquez de faire folder les calling stations, et sauf si leur point de rupture est encore plus élevé. Vous pouvez mettre un point entier même, si vous avez repéré qu'ils payent n'importe quoi, même un tirage éventuel. Et au contraire, si vous êtes contre des fit or fold, essayez de trouver le montant le plus faible qui correspond à leur fold et commencer avec un tiers de pot. On va regarder un autre type de flop où il faut faire extrêmement attention. C'est le flop à parier, c'est-à-dire le flop qui contient une doublette, comme 8 de carreau, 8 de trèfle, 4 de carreau. Alors là, il faut miser
il faut miser, ça ressemble au flop rainbow. Donc si vous êtes en position et que vous avez l'initiative, vous pouvez faire un petit continuation bet de 1/3 de pot, comme pour les flop dry. Et les FOF, les fit or fold, ils vont folder leur SI et puis ils vont folder peut-être une paire comme paire de 7, paire de 6, parce qu'ils vont vous croire sur le brelan de 8, par exemple. Si vous avez, vous, attrapé le brelan de 8 contre les calling stations, n'hésitez pas à miser, n'essayez pas de faire un trap. D'ailleurs, dans ce flop-là, vous avez un tirage couleur potentiel à carreau. Et si vous êtes en défense hors de position, vous pouvez faire un petit call dès lors que vous avez une backdoor ou bien par exemple 7 et 6 ici, ou bien 2 carreaux, ou bien un carreau comme l'as de carreau avec par exemple un valet, et vous pouvez défendre. En big blind, vous pouvez même tenter des check raise en bluff pour faire croire aux trips, c'est-à-dire que vous représentez As-8, Roi-8, que vous avez checké pour piéger un joueur qui a fait son continuation bet au cutoff ou au bouton. Il faut que vous ayez une réputation serrée pour faire ce genre de check raise en grosse blinde, mais ça marche. Attention, dès lors qu'il y a une doublette sur un flop, ou sur un board d'ailleurs, il y a potentiel de brelan, voire de full ou de carré. Donc soyez très prudent lorsque vous vous faites relancer fortement sur ce type de flop ou de board. On va aborder maintenant l'inverse des flops dry, les flops wet, les flops mouillés, les flops drawy, les flops où il y a beaucoup de tirages possibles. Soit de flush, soit de quinte, soit les deux. Comme par exemple roi de cœur, 9 de carreau, 5 de cœur, donc tirage flush, ou bien 10 de trèfle, 9 de carreau, 7 de pique, rainbow, mais tirage naturellement quinte, avec 8 et 6, ou bien le 8 pour une quinte par les deux bouts, ou bien par exemple valet 8 ou valet avec une gutshot. Donc quand on est sur des flops wet, il faut polariser son range, il faut miser plus fort. La mise pivot des flops wet est plutôt de 2/3 du pot, ou 3/4 de pot, voire un pot entier, et vous pouvez descendre éventuellement à 60% du pot. Donc la mise pivot, c'est la mise idéale, sans connaître le profil des adversaires, pour représenter quelque chose par rapport à un flop wet. Donc, si vous êtes en value, dans votre continuation bet, c'est que vous avez top pair avec un bon kicker. Par exemple, ici, As-Roi, dans le premier flop, Roi 9-5, As-Roi, ou bien Roi-Dame, Roi-Valet. Ça, c'est des mains que vous allez miser 2/3 de pot. Pourquoi? Parce que vous allez être suivi par éventuellement quelqu'un qui a un tirage flush. Il n'aura pas la cote, puisque vous vous rappelez qu'un tirage flush ou un tirage quinte, au-delà de 1/3 du pot, ce n'est pas valable sur une street de suivre, sauf si c'est très caché, ou que vous avez déjà touché la quinte, comme dans le cas de 8 et 6 dans le deuxième flop ici. Donc, flop wet, vous misez fort, mais moins souvent.
Vous pouvez décider de miser votre top pair avec un good kicker ou davantage, comme 2 paires par exemple, voire un brelan ici. Il ne faut pas slow player le brelan sur un flop wet, parce que vous risquez de faire rentrer les tirages de vos adversaires et de vous retrouver derrière. Ensuite, le tirage vous-même, vous pouvez décider de le miser, voire en check raise. Par exemple, vous avez As, Valet à cœur sur le premier flop. Vous pouvez très bien tenter un check raise au niveau de votre défense. Par exemple, vous êtes en grosse blinde ou en début de parole. Si votre adversaire vous raise sur ce type de flop, vous avez intérêt à resserrer votre range et à regarder si vous avez un tirage, la cote exacte que vous avez pour payer sa relance. Soyez extrêmement prudent. La plupart des joueurs sont obvious et quand ils misent fort sur un flop wet, surtout quand ils vous relancent, c'est probablement qu'ils ont quelque chose de très très fort. Encore une fois, c'est l'analyse de votre adversaire qui vous dira en fait le type de cartes qu'ils peuvent avoir. Toujours sur les flops wet, les flops encore plus dangereux, les flops coordonnés, donc avec tirage à la fois flush et straight et quinte, comme valet de carreau, 8 de carreau, 6 de cœur ou bien 10 de cœur, 7 de cœur, 5 de pique. Là, vous êtes sur des mises toujours de 2 tiers de pot, voire plus. Vous êtes sur des mises en protection. Si vous avez par exemple top pair, top kicker ici, et si encore une fois vous vous faites relancer, c'est exactement pareil qu'avec les flops wet, uniquement tirage straight ou tirage flush, vous revérifiez votre cote et vous avisez en fonction du profil de l'adversaire. Quelquefois sur ces flops-là, vous allez checker de manière à créer une confusion, un mix au niveau de vos adversaires. Donc, si à chaque fois que vous avez un flop comme ça, vous misez de manière importante en protection, vos adversaires sauront que vous n'avez que des top pairs, top kickers, voire un brelan. Et donc, ils vont folder à chaque fois, sauf s'ils ont le bon tirage, ou s'ils vous battent avec 2 paires ou un brelan eux-mêmes. Donc, vous avez intérêt quelquefois à checker, donc environ la moitié du temps, de manière à faire un équilibre du range perçu par vos adversaires. Évidemment, toutes ces considérations n'ont pas lieu d'être avec des adversaires qui sont des fiches, c'est-à-dire des calling stations, qui de toute façon vont payer quelle que soit votre mise, ou bien inversement avec des fit or fold qui vont folder, sauf s'ils ont un tirage, et même s'ils ont un tirage, ils peuvent le folder si vous faites une mise suffisamment importante, voire un overbet, c'est-à-dire au-dessus du pot. Plus vous avez d'adversaires, plus les flops coordonnés sont dangereux et vous devez passer en mode plutôt de check, même si vous avez la top pair avec un bon kicker ou top pair, top kicker ici. Plus il y a d'adversaires, plus il y a de possibilités que quelqu'un ait touché quelque chose qui vous batte. Les flops monocolores, alors c'est assez effrayant parce qu'évidemment il y a 3 cartes qui peuvent tout de suite donner une flush à quelqu'un. Et souvent, quand vous avez une flush, la tendance c'est de dire bon bah je vais trap, je vais checker ici pour faire en sorte que par exemple des personnes qui auraient des brelans ou des mains marginales comme ici roi 10 ou as 10 tentent de miser. Et après, vous pourriez faire un call ou un raise. Le mieux contre des joueurs qui sont
débutant ou fiche, c'est carrément de faire un value bet sur vos flushs et sur vos brelans et de checker plutôt vos mains marginales, comme par exemple sur un flop monocolore 10-7-5, 9 de trèfle, 8 de trèfle, donc d'une autre couleur, vous avez le tirage quinte par les deux bouts, mais en fait vous êtes complètement hors de la flush. Donc n'importe qui a un cœur ou deux cœurs et qu'un autre cœur sort au turn ou à la river, vous êtes battu, même si vous avez touché votre quinte. Une fois que le flop est passé, vous avez à tenir compte de ce qui va se passer dans les deux streets suivantes, s'il y a encore naturellement des adversaires qui n'ont pas foldé. Donc là, il va falloir tenir compte des flops dynamiques ou statiques. Donc c'est pas forcément un flop où il y a des tirages, comme 8 de trèfle, 4 de carreau, 2 de pique, ou un flop wet, ce n'est pas du tout le cas de As de trèfle, 2 de pique, 2 de carreau. C'est juste que il se peut très bien que le gagnant change en fonction des cartes suivantes. Par exemple, sur le premier flop, si vous avez un 7 de cœur qui arrive et puis après une dame de cœur river, eh bien quelqu'un qui aurait la dame de cœur dans sa main, s'il arrive jusqu'à la river, eh bien il va emporter le coup. Alors vous aviez par exemple une paire avec roi 8 ou valet 8 juste avant. Donc la question à se poser quand le turn arrive ou la river arrive, c'est est-ce que cette carte au turn ou à la river améliore plutôt l'équité de mon adversaire ou la mienne? Et donc sur un flop dynamique, l'équité peut beaucoup changer. En revanche, sur un flop statique, le gagnant, c'est pratiquement celui qui était au flop. Par exemple, sur le flop As 2-2, le 7 de cœur et la dame de cœur qui sont arrivés ne changent pratiquement rien au fait que celui qui avait l'As, il est déjà en tête, ou celui qui avait les trips avec le 2, avec un 2, était déjà en tête. L'équité change peu donc sur les flops statiques. Donc, essayez d'introduire la notion de flop dynamique et statique dans vos analyses, surtout avec des flops RAG ou avec des flops avec SI et une doublette. Voilà comment on fait la réévaluation à la turn. On a nos 4 catégories. Les mains premium dans un flop wet peuvent devenir des mains marginales. Inversement, des mains à tirage, par exemple un tirage couleur, peuvent devenir des mains premium. Donc il y a une interaction entre les cases 1 et 2. Le tirage, quand il rentre, ça devient une main premium. Et la main premium, quand le tirage rentre, devient une main marginale. Exemple, avec une turn de 4 de cœur sur un flop, dame de cœur, 9 de carreau, 7 de cœur. Là, on voit que la flush peut être rentrée pour quelqu'un qui aurait As, roi de cœur avec un cœur. Sur le flop, dame de cœur, 9 de carreau, 7 de cœur, mais avec un As de carreau qui rentre, on voit que la main qui était premium, par exemple, avec roi dame de cœur, ben, elle est maintenant battue par une main qui aurait par exemple As 2 d'un adversaire. Et là, la main premium devient une main marginale. Et le troisième cas, c'est une turn 2 de pique, qui est une brique complète, et donc qui ne change rien à la situation. Si vous avez une main marginale, comme par exemple dame 8 sans aucun cœur, donc, et que l'as de carreau sort à la turn.
votre main marginale devient une poubelle et donc vous êtes en mode check fold. Souvent, ceux qui ont la top paire au flop continuent à s'acharner alors qu'on voit clairement que l'adversaire est en train de miser en value avec son as. Vous allez donc envisager que vos mains marginales deviennent des poubelles et passent en mode check fold. Un autre exemple, vous avez par exemple roi 9 et là l'as de carreau sort, c'est encore plus une main poubelle parce que si votre adversaire mise pour la deuxième fois, votre 9 de carreau, qui devient la troisième paire, n'a plus aucune valeur. La river arrive, et là, il peut y avoir plusieurs possibilités, et évidemment, le pot a encore grossi, donc c'est là où il faut faire le plus attention. Pour la dernière fois, des mains à tirage peuvent devenir des mains premium. Par exemple, sur la deuxième river ici, le 10 de cœur, on voit clairement que la flush est rentrée, mais on voit aussi que la quinte a pu rentrer avec, par exemple, valet, roi valet ou valet 8. Donc des mains à tirage, maintenant on sait qu'elles sont devenues des mains premium ou pas. Ça peut également être devenu des poubelles. Par exemple, si on avait roi de cœur, 8 de cœur sur la river 3 de pique, eh bien on n'a rien touché. Et c'est une main que l'on va folder. Si on a un bloqueur, on reviendra sur ce terme dans une autre vidéo, vous pouvez envisager de faire un hero call. C'est-à-dire que l'adversaire mise, imaginons sur le flop, sur la river 10 de cœur, mais en réalité, il représente qu'il a touché sa flush ou sa quinte. Et aussi, il peut avoir rien touché du tout. Et notre dame, par exemple, qui était top pair, elle peut être tout à fait valable. Donc c'est là où il va falloir faire un hero call ou un hero fold, suivant comment vous allez analyser votre adversaire. En résumé de la vidéo sur les textures de board, vous devez analyser systématiquement la texture de votre board parce que ça va vous permettre d'améliorer la fréquence de vos mises. Donc, fréquence faible quand vous êtes wet et forte quand vous êtes dry. C'est-à-dire que vous misez souvent quand il y a des boards dry. Mais vous faites des petites mises autour de 1/3 du pot quand vous avez un board dry. Donc souvent, petite mise. Et à l'inverse, wet, grosse mise autour de 2/3 du pot, moins souvent et avec prudence, surtout quand vous vous faites relancer. Tout dépend de la lecture des mains de vos adversaires et de leur profil. Faites attention quand on arrive sur le turn et la river, sur les flops, s'ils sont statiques ou dynamiques, c'est-à-dire est-ce que ces flops peuvent renverser la situation au moment du turn ou de la river, et c'est pour ça que vous devez à chaque street faire une réévaluation de votre situation par rapport à la carte qui est sortie. Est-ce que je suis toujours devant? Et que veut dire le move de mon adversaire? Voilà pour les textures de board. À très bientôt pour une nouvelle vidéo de Good Morning Poker. Au revoir.